Pompier ou pyromane, Sébastien, Benjamin Pompier, pyromane, Étienne, secondé par Olivier Rouillet. Le président a demandé, vous allez sur le site L'équipe, si vous avez des questions et tout ça, évidemment, c'est ouvert et elle passe au tamis toutes vos questions et vos réflexions, c'est Virginie. À vous de jouer. Oui, ben là, je pense qu'il y a un chaos pour moi. Oh. Ah ouais. Pompier ou pyromane? Qui est KO? Les pompiers ou les pyromanes? Je ne veux pas dire qu'il est KO, j'ai peur de me prendre une salve. Non, c'est le pompier qui a gagné. Ah, c'est le pompier. Ouais. Parce que c'est très étonnant la manière dont il a accueilli. C'est-à-dire qu'on parle quand même de quelqu'un qui a joué au plus haut niveau, qui a eu les plus grands entraîneurs, qui a été dans deux grands clubs, voire un troisième, on peut parler de Valence, un bon club. Enfin, quand vous avez été sur le banc de Milan et de Naples, vous savez ce que c'est que la pression, la dureté. Je me suis renseigné quand même. J'ai essayé de faire mon boulot, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc j'ai eu Vikash Lorasso au téléphone et lui il m'a dit attention, il ne faut pas croire que c'est simplement une grande gueule. C'est un type qui dans le vestiaire, il dit les succès des années 2000 par exemple, les succès. Il l'a connu comme entraîneur ou comme joueur? Non, il l'a connu comme joueur. Non, mais c'est important de se connaître la psychologie de quelqu'un. Comme joueur, on est pas mal à l'avoir connu, pas dans le vestiaire. La différence, c'est quoi? Tu le vois à la télé, tandis que lui, il l'a connu dans un vestiaire. Il dit par exemple l'histoire grande gueule. Dans un vestiaire, c'est pas celui qui parlait le plus, c'est pas vrai. C'était plutôt Sidor, c'était plutôt Pirlo. Lui, simplement, il emmenait tout le monde. Il savait être dur quand il fallait être dur. Il savait quand parler, notamment pour les supporters, parce que c'est pas mal le rapport entre lui et les supporters milanais. C'était important. Donc il savait se positionner. C'est quelqu'un d'assez intelligent et il ne sera pas non plus qu'à la maillotche tout le temps. Donc je pense que c'est intéressant de l'avoir sur un banc. Regardez, c'est le bruit du coq qui retentit dans l'équipe du soir. Cette année, on donne parfois la parole sur certains débats donc à des supporters. Depuis quelques temps, il y a pas mal de troubles chez les supporters, ou en tout cas dans ce club. C'est Bastien, notre supporter de l'OM. Vous pouvez remettre votre petite capuchette. Bonsoir Bastien. Bonsoir à tous. Bon, aujourd'hui, il a pas mis, il a juste signé son contrat, Bastien. On ne sait pas comment ça va se passer, mais vous, si je vous dis Gattuso comme ça, là, Gattuso, Gennaro, vous avez une bonne première impression ou non, un truc allez-y, Bastien. Alors honnêtement, moi oui, je suis très enthousiaste quant à l'idée de l'arrivée de Gattuso. Je pense que son tempérament va faire grandement du bien à Marseille, premièrement aux supporters, et je pense que ça va faire du bien aussi aux joueurs parce qu'il faut les bouger en ce moment. Et je pense qu'on a dépeint pas mal de mauvaises choses sur Gattuso, notamment sur le FC Twitter, mais il n'y a pas que ça. Donc moi je suis très content en tout cas de l'arrivée de Gattuso. Gattuso, c'est, on va dire, une personnalité, ce n'est pas qu'une personnalité, une personnalité. Et est-ce que vous trouvez que cette personnalité est compatible avec l'OM? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui matchent comme ça avec des Marcelino? On voyait que ça ne matchait pas trop avec l'environnement. Est-ce que Gattuso, le petit peuple marseillais, dit ouais, c'est un mec qui a du tempérament, pour pas dire autre chose? Si on parle de personnalité, c'est évident. Il se rapproche des Bielsa, des Tudor, il a un tempérament de feu, c'est un showman, pas que. Il a des idées, il assume ce qu'il dit, que ce soit avec les joueurs ou avec les médias. Et moi, je trouve que déjà, il est Marseille compatible en tout cas. Et je pense que ça va faire grandement du bien aux supporters, moi le premier. Merci beaucoup Bastien, merci de ce petit écho. On vous souhaite une bonne soirée du côté de l'Olympique de Marseille. Le sondage du soir, Gattuso, le bon choix pour lancer l'OM. En début d'émission, il y a quelques minutes, vous disiez que finalement, Gattuso, ce nom-là, n'effrayait pas. Au contraire, il plaisait du côté de l'Olympique de Marseille. Je parle. Le temps, évidemment, que Virginie se reconnecte à cette fichue tablette. Ça marche pas? 61% de... Okay. Bah oui, de bon, oui. De bon, de favorable, oui. Ouais, de voilà. oui. Ok, très bien. La confirme à l'oreillette. Okay, très bien. Merci beaucoup. Gattuso succède ainsi à Marcelino. On va voir une conf très courte de Marcelino. C'était le 15 septembre dernier, c'était juste avant la réception de l'OM Toulouse, qui va être son dernier match. Les supporters s'ennuient en regardant jouer votre équipe. Écoutez cette réflexion, ce ping-pong avec un journaliste, on y va. Este campo es único. Nous avons un stade unique avec un public qui est toujours derrière son équipe. C'est quelque chose de différent de ce que j'ai pu vivre par le passé. Concernant le jeu produit par l'équipe, moi aussi parfois je m'ennuie un peu. Donc je peux comprendre la frustration des supporters. On est conscient que l'on doit s'améliorer. Somos conscientes, yo el primero, de que tenemos que mejorar. Si je vous ai mis cet extrait, c'est quelles que soient les qualités du coach, les qualités de technicien, est-ce que pour entraîner un club comme Marseille, est-ce qu'il y a des personnalités qui collent ou qui collent pas tout de suite? On peut se dire, ça ne matche pas. J'étais à l'époque, je suivais l'OM quand Guéret s'est arrivé. On a senti tout de suite que c'était un personnage fait pour l'OM. Un peu peut-être comme Gattuso. Alors attendez, moi, je ne sais pas les résultats qu'aura Gattuso, mais je trouve l'idée de faire du 1+1 en gros intelligente. Parce que si vous voyez, ça marche ou pas. Et comme l'a dit Sébastien... Pourquoi ils n'ont pas été le chercher au début de la saison
Pourquoi il a été recalé même par Lyon, qui était dernier du championnat de France? Non, il a été recalé par Lyon. Là, j'ai l'impression que vous êtes en train de me décrire un entraîneur que tout le monde rêverait d'avoir. Non, pas du tout. J'ai l'impression que c'est plutôt un entraîneur aujourd'hui, qui est plutôt de deuxième, troisième catégorie, qui avait vraiment pas beaucoup de propositions. Comme l'OM, et qui faisait. Ouais, mais toi, tu as un grand mépris pour l'OM. J'ai aucun mépris pour l'OM. Je constate ce qu'est l'OM aujourd'hui au niveau européen. Mais bon, je veux dire, Pablo Longoria, il fait des bons recrutements de joueurs. Il faisait aussi des bons recrutements d'entraîneurs avec des projets de jeu. Alors, il réussit pas à les garder, ces entraîneurs. Mais moi, quand je vois Tudor, j'ai été très agréablement surpris. J'ai vu un mec qui avait de la gueule, qui était fait pour l'OM au niveau personnalité, mais qui apportait un projet de jeu intéressant. Sampaoli, je voyais un projet de jeu, il y avait des critiques à faire, mais il y avait quelque chose. Mais là, je veux dire, je vois rien. Je vois un entraîneur qui était vraiment, qui est juste bien conseillé et qui a, lui, pour le coup, un très bon agent, pas comme Olivier Ménard. Mais pour le coup, je voyais plutôt un mec qui était à la cave. Qu'est-ce que tu pensais de Tudor? Qu'est-ce que tu pensais de Tudor avant qu'il arrive à l'OM? Parce qu'il n'avait pas une grande cote. Quand il arrivait sous les sifflets. Tout le monde se dit, mais pourquoi on va prendre Tudor alors qu'avant, on avait un super entraîneur? Ouais, mais il avait paradoxalement, il avait déjà une moins longue carrière, Tudor, que Nagattuso. Et il était prometteur de ce qu'on envoyait. Monsieur Rouillet demande l'audience. Monsieur Rouillet, vous en prie. Ce qui est quand même assez aberrant dans ce qui se passe dans les choix de Longoria, c'est que tu passes de Tudor à Marcelino, un entraîneur Tudor avec sa spontanéité, ses projets, son envie de jeu, mais avec un mec qui te dit en conférence de presse, je mets en place un jeu technique et je m'emmerde. Là, tu dis, il y a un truc que je comprends pas. Non, mais là, sur le fond, donc Longoria, il repart sur quelqu'un qui a plus ou moins de tempérament, qui, je l'espère, a un projet de jeu, je l'espère, puisque vous avez dit avec beaucoup d'enthousiasme qu'il était bon à Milan et à Naples. Ils sont quand même coquins. Soit ils n'écoutent pas, soit ils ont des problèmes d'oreille. Pour l'un et l'autre, j'ai des doutes. J'espère sincèrement que ça sera le cas. Mais quand même, il y a quand même des choix qui sont quand même très bizarres. Ils ont bâti un effectif pour Marcelino, donc qui était censé jouer en 4-4-2, etc. Aujourd'hui, vous savez même en quoi il joue. Étienne, 4-3-3, 4-2-3. Étienne, en quoi ils ont bâti un jeu pour Marcelino alors que vous avez un joueur, Unai, qui est quand même un joueur de talent, qui a des qualités, qui ne pouvait pas s'intégrer dans le 4-4-2 par exemple. Lodi aussi, d'ailleurs. Joachim Correa. Donc en fait, ça n'avait pas vraiment de sens déjà. Si je puis me permettre. Peut-être que le projet de jeu de Gattuso, il va permettre à des joueurs. Sébastien, c'est toujours terrible quand j'entends ça, Sébastien. Dis-moi. Non, mais quand on parle d'un joueur, quand tu me dis, il ne peut pas s'intégrer dans un 4-4-2. Alors, c'est un très bon joueur et je suis totalement d'accord avec toi. Mais alors, s'il ne peut pas s'intégrer, il manque la qualité essentielle d'un joueur de football. On est à l'OM. C'est l'intelligence de jeu. Mais quand Olivier, on est à l'OM. Laisse-moi terminer. À un moment, s'ils sont à l'OM, c'est qu'il y a une raison. Non, mais quand tu as une intelligence de jeu, tu t'adaptes à tous les systèmes. Olivier. Il n'y a pas de souci. Non, mais c'est pour ça que je dis. J'entends ce que tu dis. C'est la base. Mais s'il avait toutes les qualités, par exemple, Unai, il ne serait pas à l'OM. Il serait à Chelsea, il serait au Bayern, il serait dans 25 clubs avant l'OM. Et donc il est à Marseille parce qu'il a des qualités, mais il a aussi quelques défauts que tu soulignes. Mais moi Longoria, ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il a des idées. Il a des idées et il m'a surpris par des choix qu'il a fait, des choix de joueurs. Il a parfois trop C'est quoi, Vitinha par exemple Non, mais sur Vitinha, je suis d'accord avec toi, c'est pas sa meilleure pioche. Pas le seul. Et sur les entraîneurs, je trouvais qu'il a été faire des choses qui étaient intéressantes en développant quelque chose qui ressemblait à ce que voulait être l'OM, etc. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment le Courbis du pauvre, quoi. Pourquoi ils prennent pas Roland Courbis, tu vois, si c'est pour venir sauver. Pourquoi tu ce que je trouve un peu dur avec toi, avec ce Gattuso, je souhaite que ça fonctionne. La sensation, en tout cas, il s'appuie sur des choses. Pour l'instant, la carrière de Gattuso par rapport à celle de joueur, c'est pas fondamentalement une réussite. Évidemment, on est tous d'accord. On n'a jamais été dire. Mais là, je pense que l'argument était définitif de Sébastien. Voilà, l'argument définitif, c'est-à-dire que si vous avez Guardiola, il va à Manchester City, il va pas à Marseille. Bon voilà. Vous avez aujourd'hui entre Guardiola et Gattuso, il y a peut-être une marge. Et entre Manchester, l'important, c'est le marché des entraîneurs. Le problème quand vous cherchez un entraîneur aujourd'hui, c'est qu'il faut prendre déjà quelqu'un qui est libre. Déjà, première chose. Ce qui réduit considérablement la masse des entraîneurs que vous pouvez prendre. Des livres, il y en a pas mal.
Il y en a pas mal, mais ils ne correspondent peut-être pas au profil de ce que tu veux. Et eux-mêmes ne veulent peut-être pas venir parce que tu ne sais pas combien de refus il a pu avoir. Rappelle-toi à Lyon. Lyon, il y a pas mal d'entraîneurs qui ont été contactés au début, Potter, Glasner, etc. Ils n'ont pas voulu y aller. Donc à un moment, ça se réduit. Galtier, apparemment, Galtier était en tête peut-être par rapport à Marseille. Lui, il n'a pas voulu y aller. Donc qu'est-ce qui se passe? On aura un débat Galtier. Vous prenez, je ne dis pas celui qui reste, mais celui qui peut faire l'affaire. Donc on arrive, en fait, c'est le plan C ou le plan D ou le plan B. Peut-être. D'accord. Ça change un petit peu. Donc vous êtes plus proche de nous finalement que vous ne sembliez l'être. C'était un faux super duel. Le Vicage Dorasso, coéquipier de Gennaro Gattuso au Milan, saison 2004-2005. Voici le portrait, on va dire, d'un footballeur un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Un beau témoignage que vous avez pu découvrir en direct ce soir dans l'équipe de Greg. Alors écoutons une partie de ce témoignage. Vicage Dorasso. Quand je suis arrivé, je me suis dit, ce type-là, il est pas très bon techniquement, je vais lui piquer sa place pour vite comprendre qu'il était très important dans l'organisation de l'équipe. Et sans ce joueur-là, et son style et aussi sa posture aussi physique, le Milan des années 2000 n'aurait pas été ce grand Milan. Il était très, très important. Il était très proche de Pirlo aussi. Il rassurait ce milieu de terrain. Et il était proche des supporters, de Carlo Ancelotti aussi. Je respecte beaucoup ce joueur qui a su tirer le maximum de toutes ses qualités, alors qu'il était un joueur moins bon que tous les autres. Il a joué dans un Milan extraordinaire. Il était au niveau de ces types-là. Il était titulaire en finale de Coupe du Monde. C'est pas rien. Ça veut dire qu'il a quelque chose de particulier. Et je suis persuadé que, en tant qu'entraîneur, même si ses premières expériences ne sont pas des grands succès, je suis persuadé qu'il a quelque chose à apporter à l'Olympique de Marseille. Je trouve que l'argument et le portrait en creux de Vicage Dorasso par rapport à ce... Alors, il parle de l'homme, il parle du joueur qui a été un immense joueur. Il y a peut-être quelque chose à gratter, il ne faut peut-être pas tout de suite le condamner. Il y a peut-être quelque chose, non, je m'adresse aux sceptiques de Gattuso. On ne le condamne pas, mais à la base, je ne suis pas séduit. Franchement, je ne suis pas séduit par l'arrivée de Gattuso. Mais le truc, c'est que là où je trouve qu'ils n'ont pas répondu quelque part, Étienne et Olivier, c'est que votre question, c'était pompier ou pyromane. Ouais. Donc sur le côté pyromane, puisqu'ils ont répondu cela, ça signifie qu'ils considèrent qu'il va mettre le bazar. Qui va foutre le feu, ouais. À travers son comportement. Un peu, ouais. Et ça, ils ne sont pas allés sur ce terrain-là, finalement, dans leur argumentaire. Oui, c'est vrai. Mais bon, quand on voit la conférence de presse, c'est explosif en ce moment à Marseille. On ne peut pas dire que tu viens mettre quelqu'un qui est là pour apaiser. Je pense pas qu'il soit idiot. Non, mais il ne sera pas. C'est-à-dire qu'il ne va pas arriver, s'énerver tout de suite. On voit ce qui s'est passé dans les différentes conférences de presse quand on le chauffe un petit peu. Et en ce moment, on va dire qu'il n'y a même pas besoin de chauffer qui que ce soit à Marseille. C'est brûlant de notre. Est-ce que tu ne crois pas qu'à Marseille, ça peut marcher. Parfois, moi, il y a des entraîneurs qui m'avaient paru un peu excessifs. Et puis finalement, ça a fonctionné à Marseille pour un temps, parce que ça fonctionne que pour un temps à Marseille. Sampaoli, notamment. Oui, mais pourquoi pas. Et puis, ça correspond à quelque chose, ça correspond à ce qu'attendent les gens. Et puis voilà, pourquoi pas. On a été surpris d'autres fois en positif ou en négatif par l'arrivée d'un entraîneur. Donc évidemment, il n'est pas là, on n'est pas là pour dire que c'est impossible que ça fonctionne avec Gattuso. Non, c'est la première impression. Je veux dire, ça me séduit pas l'arrivée de Gattuso à Marseille, l'arrivée de Gattuso en Ligue 1. C'est pas un entraîneur dont j'ai envie de voir ce qu'il fait, parce que ce qu'il fait jusque-là me semble assez neutre. T'es pas curieux? Moi, au contraire. Je suis pas définitif. Oui, mais dans ce que je vois de ce qu'il fait, ça me semble assez neutre footballistiquement parlant. Virginie, vous êtes intéressée à la carrière de Gennaro Gattuso, vous êtes intéressée au moment finalement où son destin bascule, au moment où il arrive dans les clubs. Les situations des clubs étaient comment en général? C'était plutôt le feu, le volcan aussi? Alors voilà, justement, vous allez voir qu'il a l'habitude des crises dans les clubs. Il signe le 27 novembre 2017 à Milan. Quand Montella est viré, le club est 7e. Il vient d'être racheté par un actionnaire chinois au mois d'avril. Il vient de dépenser 225 millions d'euros aussi, le club, pour 11 recrues. Et il terminera 6e du championnat à la fin de la saison, le 11 décembre 2019. Il arrive à Naples. Et alors le club est sur une série noire de 9 matchs sans victoire, traverse une crise après que les joueurs ont décidé de ne pas respecter une mise au vert imposée par l'entraîneur. De Laurentiis a même lancé par la suite des retenues sur salaire allant jusqu'à 50%. Et il terminera 7e du championnat. Le 25 mai 2021, il quitte Naples. Quelques heures après, il est nommé entraîneur de la Fiorentina. Il ne sera pas d'accord avec le club sur le mercato. Il partira 23 jours après, avant même le premier match. En fin été 2022, il signe à Valence. Le club a fini 9e sur la saison qui vient de se terminer. L'ancien entraîneur José Bordalas avait critiqué la stratégie de recrutement du club qui a vendu beaucoup de joueurs clés sans les remplacer. Les supporters protestaient aussi contre le propriétaire Peter Lim. Le président du club, Anil Murtu, lui,
Il a été licencié après la diffusion d'enregistrements audio dans lesquels il critique Lib, le propriétaire, et menace de détruire la réputation de Carlos Soler si le joueur refuse de signer un nouveau contrat à Valence. Gattuso ne finira pas la saison. Il est viré le 30 janvier 2023, alors que Valence est 14e. En fait, là, ce petit portrait de Gennaro Gattuso dans le contexte, pas tellement pour les supporters, pas tellement pour les vestiaires, c'est plutôt pour sa hiérarchie. C'est un homme libre, un homme qui a une parole, qui s'y tient, et si Pablo Longoria lui fait donc on est dans la logique. Au moins, il y a une forme de logique chez Longoria. Tu disais qu'on ne trouve pas de logique chez Longoria. Il a chaque fois pris des entraîneurs qui sont capables de se barrer. Et ça, c'est plutôt rare. Ouais. C'est-à-dire que c'est des entraîneurs à personnalité, ce qui est sûr avec lui. De se barrer ou de les démissionner. Ou de démissionner, parce que pour Marcelino, on n'a pas... N'empêche que dans ce qu'on vient de voir, dans ce que vient de nous demander Virginie, il n'y a rien d'extraordinaire. Excusez-moi, moi je vois rien. Premier club, il arrive, il est 7e, il finit 6e. Il est 6e mais à 1 point de la Ligue des Champions. Oui, d'accord. Mais ce que dit pas Virginie, c'est que dans la suite, ça se passe encore moins bien. Parti, d'accord. Après, dans les autres clubs, il fait rien d'extraordinaire. Oui, mais enfin, c'est lié au contexte. Il ramène le premier trophée. Par exemple, à Valence, en Coupe d'Italie. Rien que Valence, on voit bien dans quel état il a pris le club. Le club, c'est un désastre. Même l'entraîneur précédent. Il est 14e quand il s'en va. Oui, mais parce que il s'est planté sur le recrutement. De Sion, si vous voulez. Mais franchement, Valence, c'est pas possible. C'est le pire Valence ces dernières années. D'accord. Non, mais est-ce que tu n'as pas la sensation quand même que tu trouves un entraîneur, en tout cas, moi je ne sais pas ce qu'il vaut comme entraîneur, je ne connais pas. Donc, mais en revanche, tu as la personnalité qui peut fonctionner avec le système marseillais, ou en tout cas dans un environnement marseillais. Parce que lui, le feu, ça lui fait pas peur. Quand tu as entraîné à Naples, tu peux entraîner à Marseille, parce que c'est pire. Il n'y a pas photo. Donc ça, il ne craindra pas ça. Tu n'auras jamais Gattuso qui va être en conférence de presse à moitié à mort, en train de dire j'aime bien le jeu, mais je m'ennuie. Non, mais c'est facile, il craint rien, il ne craint que la mort. Il l'a dit dans l'interview que Mémé nous a présentée. Donc là, d'accord, on peut croire qu'il va, mais j'ai quand même, je me sens pas rassuré, moi. C'est juste, ça je comprends. Pas rassuré. Et donc, mais oui, mais dans le fait de ne pas être rassuré, j'ai peur qu'ils mettent le feu. Olivier, j'aimerais avoir un petit contact avec vous. Luis Enrique, vous le trouvez comment? Il vous rassure ou pas, Luis Enrique? Ah, mais Luis Enrique, il a un talent, il a apporté quelque chose. Je vous amène sur mon terrain. Car on a une archive. Luis Enrique, à l'époque, il était sélectionneur de l'Espagne. Quelle équipe en Liga il aime regarder? Et bon, on va écouter Luis Enrique, à l'époque sélectionneur de l'Espagne. Écoutez. El Valencia de Gattuso, yo considero a Gattuso. J'aime regarder le Valence de Gattuso. Il vient du football italien et on pourrait penser que c'est un entraîneur défensif. Mais c'est tout le contraire. C'est un entraîneur qui a changé la mentalité de ses joueurs, même au sein d'une équipe plus faible. J'aime voir jouer Valence. Ils savent jouer au ballon et attaquer depuis l'arrière. Ils peuvent attaquer l'espace avec facilité. Et j'aime aussi l'énergie de Gattuso. C'est une bête de compétition. Un animal compétitif. Bon, Olivier, est-ce que vous êtes un peu plus rassuré là? Il a le tampon de Luis Enrique quand même, non? Je ne serais rassuré que quand j'aurais vu à l'heure. Comme ça. Olivier, il y a quand même. Après, il y a une réalité. C'est les joueurs. Oui. Et ça, mais non, mais il y a un moment. Oui. Vitinha, c'est Vitinha. Il a coûté ce qu'il a coûté. Il est qui il est. Les défenseurs, ce que vous voyez parfois, ça fait peur. Et c'est pas Gattuso qui va les rendre meilleurs. Donc après, il va faire aussi ce qu'il peut. C'est quand même le but d'un entraîneur, c'est de rendre son équipe meilleure, c'est de faire progresser. Ah bah si, mais il va pas transformer. Qu'est-ce qu'on disait de l'effectif? Un peu plus de caractère. Sébastien, qu'est-ce qu'on disait de l'effectif de Marseille quand Tudor arrive? On dit quoi? On dit qu'ils ont une équipe pour gagner le titre en France et revenir au sommet européen. Non, mais bon, et voilà, il y a un entraîneur qui met en place quelque chose, un projet de jeu intéressant, exigeant. Ils ont fini combien? Mais bon, je leur souhaite à Marseille de finir 3e. Oui, ils ont fini 3e, ils se sont fait éliminer en Ligue des Champions, et hop, comme d'habitude. Et puis il y a autre chose qu'il faut dire avec l'arrivée de Gattuso, qu'on le veuille ou non, parce que si on veut une Ligue 1 attractive, c'est sympa aussi d'avoir des personnages. Et qu'on le veuille ou non, c'est un personnage, beaucoup plus que Marcelino. Ok, ça c'est clair. Valentin Palozzi, notre correspondant en Italie, nous attend, nous écoute. Bonsoir Valentin. Buonasera a tutti. On a commencé ce débat, ça a peut-être dû vous hérisser le poil, avec évidemment ces séquences de bêtisier. Donc on présente Gattuso comme un sergent-chef, un peu gueulard, là, quelqu'un qui fait peur un peu lorsqu'il fait les hurons. C'est un cliché de le mettre là-dedans, dans cette case-là, Valentin? Oui, et puis je pense qu'il a été un peu condamné à démontrer l'inverse. Justement à peu près par tous les passés, en voulant mettre en place un style de jeu
entreprenant, offensif, ambitieux. Alors, bon, déjà, les entraîneurs défensifs italiens, ça n'existe plus, hein, on est en 2023, donc évidemment, il faut sortir de ces clichés, on évacue ça directement. C'est pas non plus un coach ultra offensif, parce que l'école italienne, c'est l'école des entraîneurs, on va dire, équilibrés, même des mecs comme Gasperini, comme Sarri. C'était intéressant ce qu'il proposait au Milan dans un contexte turbulent, voilà, parce qu'il y a eu changement de propriétaire, changement de dirigeant. À Naples, ça l'était encore plus. En plus, le Milan et le Napoli, c'est historiquement des clubs avec un public exigeant en termes de qualité de jeu. C'est moins le cas, par exemple, à l'Inter ou à la Juve. L'identité de jeu, elle est assez définie. On est sur un 4-3-3, voire 4-2-3-1, donc construction depuis l'arrière, phase défensive bien organisée, évidemment. En 6, un métronome devant la défense, c'était Biglia au Milan, c'était Diego Demme au Napoli. Des ailiers créatifs, le jeu passe beaucoup par les côtés, ce qu'on appelle les chaînes latérales en italien. Au Milan, c'était, je donne les noms comme ça, vous vous rendez compte la matière, les ingrédients qu'il avait, Çalhanoğlu et Suso. Et au Napoli, c'était Insigne et Lozano. Et alors, je pense que ça a plus de sens de s'arrêter sur son expérience au Napoli, c'est la plus récente et il y avait un meilleur contexte pour travailler. Il y avait vraiment une production offensive intéressante. Je pense à la seule saison pleine, donc 2020-2021. Son Napoli a été 3e en termes de possession, 3e meilleure attaque, 2e en termes de passes progressives, c'est-à-dire de passes vers l'avant, 1er en tir tenté. Et à chaque fois, les autres équipes qui occupaient ce classement, c'était la Juve de Sarri, l'Atalanta de Gasperini, le Sassuolo de De Zerbi. Donc là, on parle de coachs qui sont vraiment des références en termes de qualité de jeu. Mais il sait s'adapter un minimum quand il y a des défections, ça marche moins bien. Et par exemple, au Milan, quand Biglia avait été blessé 6 mois, il a été passé à 2 devant la défense, Kessi et Bakayoko, Timo Bakayoko de Lorient, qui est le joueur d'ailleurs qu'il a le plus utilisé dans sa carrière en Italie, puisqu'il a eu au Milan et au Napoli. J'ai regardé par curiosité ces statistiques contre les grosses équipes, en fait. La concurrence directe, Juve, Inter, Roma, Milan, Naples, Atalanta. 54 matchs, 20 victoires, 13 nuls, 21 défaites, donc c'est plutôt équilibré. Seulement 2 revers à plus de 2 buts d'écart. Voilà, ces équipes, c'est vrai, ne s'écroulent jamais. Ces équipes, d'ailleurs, dans la phase retour, sont toujours très prolifiques en termes de points, signe qu'il y a un bon travail foncier, en tout cas une bonne préparation physique effectuée. Les résultats, vous en avez parlé, il a plus ou moins à chaque fois atteint ses objectifs, où il n'était pas bien loin. Sa dernière saison Napoli, il concède un match nul contre le Hellas Vérone et il loupe la Ligue des Champions pour un petit point. Et s'il gagne ce match, le Napoli finit en fait vice-champion d'Italie carrément. Et puis enfin, c'est une curiosité, 2019, il quitte le Milan. 2021, le Milan est champion. 2020, il quitte le Napoli. 2022, le Napoli est champion. Alors, dire qu'il a posé les bases de ces deux équipes qui ont gagné le titre serait exagéré, mais on peut estimer qu'il y a peut-être un petit héritage Gattuso qui est resté. Merci beaucoup Valentin, très bonne soirée. Gattuso donc revient dans l'actualité, je ne sais plus quel chroniqueur a dit ça, ça devait être ici. Il y a 2 semaines pour le remplacement de Laurent Blanc, il était dans la shortlist, c'est John Textor qui avait donc choisi Gattuso. Et puis finalement dans son staff, on commence à parler, Mathieu Louis-Jean, qui est un petit peu celui qui connaît le foot du côté de l'Olympique Lyonnais, a mis un veto voilà, sur Gattuso. Donc prendre un coach refusé il y a 2 semaines par l'Olympique Lyonnais, ça vous fait pas peur? Raison. Ah bah moi les raisons, non mais en écoutant Hugo Guillemets, ils ont mis un stop. Un entraîneur peut convenir à un contexte et à un club et peut très bien convenir à un autre. Enfin, à un moment donné, c'est pas parce que l'Olympique Lyonnais a estimé que l'entraîneur, en l'occurrence Gennaro Gattuso, ne correspondait pas à leur projet, à ce qu'ils voulaient mettre en place, que l'Olympique de Marseille doit faire le même choix. Alors j'entends le scepticisme d'Olivier ou d'Étienne, mais pour autant, l'Olympique de Marseille a peut-être un environnement et un cadre qui correspondent peut-être plus à Gattuso. Non, mais c'est vrai que la certitude, c'est qu'il n'avait pas, ces derniers temps, il n'avait pas une immense cote. Quoi. Non, mais sinon il serait arrivé très vite à Lyon, saison et il ne serait pas arrivé en cours de saison pompier de service, puisqu'on dit que c'est un pompier de notre côté. Donc, très vite à Lyon, ça compte. Il a été émis l'idée que l'arrivée de son agent dans le Giron poserait problème. Et il y a eu beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux, des supporters et sans doute en interne. L'agent Georges Mendes, hein.
Georges Mendes. Ouais, c'est ça. Et sans doute un interne. Et tout ça a commencé à monter. Et on s'est dit, voilà, ça commence à faire beaucoup aussi. À Marseille, tout le monde s'en fiche. Tu as raison, parce qu'on connaît aussi le poids des réseaux sociaux. Moi, je suis tout à fait d'accord avec sur l'histoire des contextes. Un entraîneur peut fonctionner dans un contexte, c'est pas dans un autre. C'est vrai que Gattuso, on le sent. Non, mais là, l'idée, c'était plutôt un stop sportif. Oui, d'après ce que nous racontait Hugo. Oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai que tous les retours que j'ai de l'interne. C'est vrai que vous avez raison de me rappeler ça. Non, mais en interne de Lyon, c'était de se dire qu'il a. Non, mais les retours, c'était de dire non, c'est pas un bon entraîneur. En gros, c'est pas l'homme qu'il faut. Maintenant, à Lyon, il faut un certain type d'entraîneur et à Marseille, certainement un autre. C'est pas le même type. Alors qu'il a quand même la même idée de jeu que Grosso, c'est-à-dire il faut repartir de l'arrière, dis donc. Ah ouais. Et tu sais quoi? Et c'est pas inintéressant. Et il faut faire du pressing, il faut courir aussi. Et ça, c'est pas mal. Mais Grosso. Eh oui, parce que t'as remarqué dans les entraîneurs, ils veulent tous repartir de l'arrière. Et ils aiment bien quand ça joue technique. Gattuso, aller vers l'avant. Pompier ou pyromane? Pompier ou pyromane? Regardez, les pyromanes ont été éteints par les pompiers.